Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview avec deux grandes interviews, puisque je reçois Nicolas Bouzou, économiste, directeur du cabinet Asterès. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Elie Cohen, économiste, directeur des recherches au CNRS. Bonsoir Elie. Bonsoir. J'ai envie de dire un qui est plutôt un industriel, on va parler d'énergie, on va parler de ce bras de fer avec notamment la CGT, l'impact que ça peut avoir sur la croissance française. Et Nicolas Bouzou, plutôt aussi le côté un peu social sur les retraites. Justement, un petit point, on va pas refaire tout le film, mais juste cette réforme des retraites, elle vous paraît juste et équilibrée pour reprendre les éléments de langage des différents ministres? Oui. Non, mais enfin, Nicolas écoutez, Bouzou. non, mais c'est une réforme. Bon, alors, je vais pas tout redonner les chiffres du Corée, parce que tout le monde les connaît. Et on n'en peut plus. Votre sentiment, c'est une réforme paramétrique, comme on en fait une tous les 6 ou 7 ans. Elles sont nécessaires tous les 6 ou 7 ans. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il y en aura une à l'horizon de 10 ans, où ce sera à peu près la même, qui aura le même type de blocage. Oui, il faut la faire. Tout ça me paraît absolument pas dramatique. Et pour vous, Elie Cohen? Oui, parce que je trouve que le gouvernement a pris soin d'emblée de mettre en place toute une série de dispositifs sociaux qu'on attendait plutôt au cours de la négociation, et sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur les handicapés, sur le minimum contributif, et tout a été mis sur la table d'emblée, ce qui fait que le choc du recul de l'âge de départ à la retraite est beaucoup moins violent que ce qu'on aurait pu anticiper. Et donc, au total, je trouve que c'est une réforme équilibrée. Réforme équilibrée, en tous les cas, évidemment, c'est pas du tout ce que ressentent les syndicats. C'est déjà un peu le bras de fer. On a entendu les propos quand même très durs hier de la CGT qui demande un conflit dur. Je pense qu'on va rentrer dans un conflit dur qui va durer parce qu'on imagine bien que le gouvernement ne va pas céder en quelques jours. Et puis de l'autre côté, l'appel à la responsabilité d'Elisabeth Borne. Est-ce que ce bras de fer, il est inévitable? Est-ce qu'il va durer? Est-ce que la France va être paralysée? Oui, il est inévitable. Les Français ont une relation très particulière avec la retraite. Ils investissent énormément dans la retraite. Pourquoi ? D'abord parce que toutes les insatisfactions dans le travail sont reportées sur le moment de la libération, qui est le moment de la retraite. Ensuite, parce que la France est le pays, comme vous le savez, qui travaille le moins en heures sur une durée, sur une vie entière. Et ça, c'est dû essentiellement à la retraite. Et c'est une retraite qui fait qu'en moyenne, les Français vivent à la retraite 20 ans à peu près. Donc c'est vraiment un moment de leur vie qui conditionne... Une tranche de vie. C'est une tranche de vie très importante. Et je dirais c'est une tranche de bonne vie après ce qui est vécu comme une contrainte, c'est-à-dire un travail qui est parfois physiquement harassant, nerveusement harassant. Et donc quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, c'est pas une question d'arbitrage entre faut-il mettre plus de moyens sur la retraite, plus sur l'éducation, plus... Non, la retraite, c'est absolument sacré. Qu'est-ce que c'est que 3% de déficit? C'est l'argument qu'on entend tout le temps. Franchement, quand on accumule les milliards et les milliards de déficit, qu'est-ce que c'est? Tout ceci ne s'explique que par cet attachement très particulier des Français à la retraite. Et donc oui, il y aura un affrontement important. Nicolas Bouzou, vous partagez ce sentiment aussi? Est-ce que la France va être paralysée? Oui, tous les premiers ministres, vous le savez, vous expliquent que la réforme qui engage le plus de capital politique, c'est la réforme des retraites. Donc ça, c'est quelque chose qui est systématique. Énormément de choses ont été dites ces derniers jours et c'est un peu redondant. Je voudrais peut-être ajouter deux choses. De me projeter bien sûr, un peu. Je voudrais, si vous le permettez, ajouter rapidement deux choses au débat de points que j'ai pas beaucoup entendu. La première chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en 1981, l'âge légal de départ en retraite a été réduit à 60 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde les choses avec beaucoup de recul, en réalité, on peut considérer que cette réforme, ça n'est pas tant un durcissement qu'un retour ou la correction d'une anomalie qui a donc été décidée par François Mitterrand en 1981. Parce qu'il est vrai que si on n'avait pas abaissé l'âge légal de départ en retraite à 60 ans en 1981, on aurait moins de réformes à faire et on aurait un âge légal, alors il n'y a pas que l'âge légal dans les paramètres, mais on aurait un âge légal qui serait en ligne avec ce qui est autour de nous, c'est-à-dire 65, 66, 67 ans. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'était peut-être un peu en filigrane dans les propos d'Elie Cohen, c'est, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup, mais qu'on voit depuis maintenant 2 ou 3 ans, c'est le rapport au travail. C'est-à-dire que ce que j'ai beaucoup entendu dans les conversations sur les plateaux télé, c'est on n'en peut plus de travailler. Alors, bien évidemment, d'un côté, c'est quelque chose
qui me pose problème pour des raisons philosophiques, mais aussi pour des raisons économiques. Mais en même temps, je pense que ça doit aussi interpeller les entreprises. C'est-à-dire que je crois que les entreprises doivent quand même se demander pourquoi est-ce que une très grande partie de nos concitoyens veulent partir en retraite. Alors, je ferai jamais l'apologie, bien évidemment, du droit à la paresse, etc. Je trouve que tout ceci est absolument inepte. Mais en revanche, je pense que cette dégradation du rapport au travail doit être l'occasion pour les entreprises de remettre sur la table un certain nombre de problèmes managériaux. Alors, c'est un problème, si vous voulez, d'autant plus important que la philosophie essentielle de la réforme Macron, c'est justement de faire travailler les Français plus. Voilà. Parce que d'augmenter le taux d'activité. Voilà, pour faire remonter les taux d'activité et apporter une dynamique supplémentaire de croissance. Comme vous le savez, les gains de productivité sont plutôt faiblards. Par contre, nous avons une anomalie forte, c'est que les taux d'activité à l'entrée de la carrière et à la sortie de la carrière sont faibles. Donc il faut faire remonter ces taux d'activité et en particulier dans la tranche 59-64 ans, il n'y a qu'un tiers à peu près des gens qui travaillent. Il faut faire monter ce taux d'activité. Et en même temps, le message que nous envoient les Français, c'est on n'en peut plus. On est cassé. Voilà. Mais moi, en vous écoutant, et puis déjà... En fait, on a envie de dire cette réforme des retraites, c'est quelque part, je fais un peu de provocation, surtout ici à BFM Business, mais c'est un peu à cause des entreprises. C'est que, les gens n'ont plus envie de travailler trop longtemps. Il y a un rapport au travail, comme vous venez de le souligner, qui n'est pas très bon. Et puis 2, il y a un taux d'activité qui est très mauvais sur les seniors, ce qui fait qu'il faut les obliger à faire travailler et à conserver leurs seniors. Donc quelque part, c'est la responsabilité des entreprises qui font qu'on est dans cette situation, non ? En tout cas, la responsabilité des partenaires sociaux. La question du taux d'emploi des seniors, c'est très difficile de demander au gouvernement de prendre des mesures sur le taux d'emploi des seniors. Je pense même que c'est absolument pas souhaitable. Alors d'ailleurs, le gouvernement a dit on fait un index, il donne de l'information, c'est très bien. Mais enfin, c'est les entreprises qui sont responsables. Alors oui, mais les partenaires sociaux aussi, parce que je trouve parce que les syndicats de salariés, au fond, sont pas très engagés sur cette question du taux d'emploi des seniors, qui nécessite quand même une réflexion assez profonde sur la santé au travail, sur la formation tout au long de la vie, sur la baisse du temps de travail en fonction de l'âge. Vous voyez, des dispositifs assez innovants qu'on ne traite pas suffisamment. Mais vous avez raison de soulever la question. Je suis frappé de constater quand je dis des enquêtes européennes sur la satisfaction au travail des salariés, il y a un vrai point noir français. Oui, absolument. Il y a un vrai point noir français. Alors, c'est dû à quoi ? C'est dû effectivement à la qualité des relations sociales, c'est dû au problème de l'investissement du management dans cette question, mais c'est vrai qu'il est pas normal qu'on ait cette espèce de rejet du travail et de la vie au travail dans les entreprises, et notamment dans les entreprises industrielles. Alors, quand même, je reviens à ma première question. Le rapport, ce bras de fer attendu, voulu, souhaité presque par certains, entre le gouvernement et les syndicats. Est-ce qu'il y a un moyen de l'éviter ? Non, vous avez dit. Non, moi j'ai été comme tout le monde cueilli ce matin par l'annonce des 6 jours de grève, a priori. Voilà, des jours de grève dans le domaine du raffinage et de la distribution pétrolière. Je me suis dit non, c'est pas vrai, on va pas recommencer. Voilà. Eh ben oui. Et donc il y a l'air d'y avoir. 24 heures le 19 janvier, le 26 janvier, ça sera 48 heures, puis 72 heures le 6 février. Et donc je crains la suite, c'est-à-dire l'annonce dans les chemins de fer de mesures comparables. Et donc voilà, on va rejouer la scène habituelle de la paralysie progressive, de l'installation d'un rapport de force qui ne débouchera pas sur la remise en cause de la réforme. Ça, on peut le dire déjà. Il y a un sondage du reste qui vient d'être publié par nos confrères d'Odexa et pour le Figaro, qui dit que 65% des Français soutiennent le mouvement du 19 janvier, mais déjà un peu les griefs sont en train de s'éteindre, et ils savent bien que de toute manière, il n'y aura pas de retraite. Ils sont résignés, les Français, en fait. Je pense qu'un effort de pédagogie que peut faire le gouvernement, peut-être, c'est d'expliquer que cette réforme est très progressive, et donc que pour beaucoup de nos concitoyens, c'est encore quelque chose qui est abstrait, parce que c'est pas le départ en retraite n'est pas repoussé de 2 ans pour ceux qui ont 61 ou 62 ans. Donc c'est pas ça. Après, si on fait un peu d'analyse politique, je crois que ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le président de la République a renoncé à une réforme des retraites. Il a déjà renoncé à
une réforme des retraites. Et Pourquoi, donc, enfin, on l'imagine. 64-65 ans, est-ce que ça change? Non, il a renoncé lors de son premier mandat à la réforme systémique. Oui, enfin, bon, c'était une réforme des retraites. Et donc, et au fond, il n'y a pas eu de réforme. Il n'y a pas eu de grande réforme durant le premier quinquennat et la première année du deuxième quinquennat. Et donc, on l'imagine mal renoncer à cette deuxième tentative de réforme, d'autant plus qu'il ne sera plus candidat. Non, mais pas seulement, parce que la nouveauté de cette réforme-là, c'est qu'elle s'inscrit, je dirais, dans le cadre traditionnel. Le cadre traditionnel, c'est les perspectives démographiques font qu'il va y avoir de plus en plus de moins retraités, en moins plutôt de plus en plus de retraités pour de moins en moins de cotisants, premièrement. Deuxièmement, il va y avoir une situation dans laquelle, même en tenant compte des dispositifs des carrières longues, etc., il va falloir en rajouter une couche. Et donc, il va y avoir un trou financier, même sous des hypothèses favorables de croissance, de gains de productivité et de chômage. Parce que quand vous lisez le rapport du corps... Dans tous les scénarios, il y a déficit. On vous annonce 1,6% de gain. Non, attendez, 1,6% de gain de productivité. Je vous signale qu'on a fait 0,7 sur les 10 dernières années. Le rapport du corps, on lui fait dire un peu tout ce qu'on veut, dans un sens comme dans l'autre. Dans tous les scénarios, il y a des déficits. Voilà. Donc, attendez. Alors moi, j'ai des arguments. Alors allez-y. Alors allez-y, si vous avez des arguments. Le rapport du corps, vous êtes d'accord, on parle de 10 milliards, plus 10 milliards, enfin, c'est entre 10 et 13 milliards. Oui. Et puis en même temps, vous voyez, c'est ce que... vous avez 80 milliards de dividendes qui ont été versés en 2022. Vous avez 140. Voilà. Non, mais vous voyez, ça fait beaucoup de milliards. Je veux dire, c'est. Non, mais quel rapport? Il y en a certains qui disent, attendez, il y a 140 milliards d'aides. Non, si vous vous lancez sur ce terrain-là, vous avez des études périodiques qui vous montrent que la France est le pays qui taxe le plus les entreprises, que même quand on tient compte des aides, même quand vous avez les prélèvements bruts moins les aides, vous avez quand même la France qui est le pays qui taxe le plus les entreprises. Vous avez toutes les études qui sortent régulièrement sur la compétitivité, sans même regarder les résultats. Vous avez constaté la décroissance continue de notre industrie, le déclin industriel prolongé. Je veux dire, qu'est-ce que vous avez besoin de preuves supplémentaires pour dire que ça suffit, qu'il n'y aura pas de prélèvement nouveau sur les entreprises? Non, mais vous voyez, c'est un des arguments qui est avancé. Premier argument. Deuxième argument, on a des besoins qui sont rappelés tous les jours en matière d'éducation, en matière de santé, en matière de transition énergétique. Est-ce que vous croyez que la priorité essentielle, c'est de mettre plus sur les retraites et de continuer à laisser s'étioler le système de santé, le système éducatif, etc. À un moment, un gouvernement doit prendre ses responsabilités. Et ça s'appelle un arbitrage dans les politiques publiques. L'arbitrage que fait le gouvernement, c'est de stabiliser la part dans le PIB de la politique de retraite, et les éventuelles marges de manœuvre supplémentaires qui pourraient être dégagées seront réservées soit au désendettement, soit à l'éducation, soit à la santé. Nicolas Bouzou, vous partagez ce sentiment, mais non, parce mais qu'en même temps, vous avez fait l'analyse politique. Vous avez commencé à faire l'analyse politique. On peut aussi faire l'analyse politique en disant Emmanuel Macron, il avait besoin de faire une réforme parce que, comme vous l'avez souligné tous les deux, il n'en a pas fait lors de son premier quinquennat. Donc là, il y en a besoin pour l'Europe, il y en a besoin. Oui, non, mais il en a besoin. Pas forcément pour le système de retraite. Si, il en a besoin politiquement. Il en a besoin économiquement, parce qu'en effet, les gains de productivité étant ce qu'ils sont, si on veut avoir un peu de croissance ces prochaines années, il faut qu'on augmente la quantité de travail dans l'économie, et l'augmentation du taux d'emploi des seniors, c'est un levier qui est un peu comme l'augmentation du taux d'emploi féminin dans les 30 Glorieuses. Un taux d'emploi féminin entre, de mémoire, 1960 et aujourd'hui, il a dû passer de 50% à peine à 70%, et ça a été une contribution très importante à la prospérité d'après-guerre. Donc c'est un petit peu le même type de raisonnement qu'il faut faire aujourd'hui avec ceux qu'on appelle les seniors, mais qui d'ailleurs sont pas vieux en fait. Enfin, je veux dire 60 ans, bon, faut pas. On peut travailler. Donc on en a besoin du point de vue économique et on en a besoin du point de vue financier, parce que les appels sur la dépense publique n'ont jamais été aussi importants qu'aujourd'hui. Il faut plus de magistrats mieux payés, il faut plus de policiers mieux payés, il faut plus d'enseignants mieux payés, il faut augmenter les dépenses de défense, il faut doter la branche autonomie qui n'est pas dotée, il faut redonner de l'argent à la santé. Donc je pense quand même qu'il est, en étant de bonne volonté, on peut comprendre que sur les retraites, au moins, on peut transformer nos déficits en solde nul ou en léger excédent. Comment faire parce que là c'est la bataille de l'opinion qui est lancée. Là on voit bien, il y a le bras de fer avec les syndicats, l'appel à responsabilité d'Elisabeth Borne, et puis en même temps vous avez la bataille de l'opinion. Ça y est, c'est parti. Ils sont dans la bataille de l'opinion qui montre qu'ils sont peut-être un peu en train de la gagner, du reste. La bataille de l'opinion, à mon avis, c'est d'expliquer
ce qu'est véritablement l'économie de cette réforme, c'est-à-dire effectivement un allongement de la durée d'activité d'à peu près 1 an, mais avec toute une série de compensations sociales qui sont particulièrement significatives. Ouais. Je veux dire, mettre le minimum contributif à 1 200 €. Ouais, enfin, même ça, les chiffres sont un peu flous. C'est pas exactement 1 200 €. Hein. Bon, enfin, bon. 1 200 €. Si, pour Le les gouvernement salariés. s'est engagé sur un minimum contributif qui devrait représenter 85% du SMIC. Pardon. Bon, alors après, est-ce que ça s'appliquera uniquement aux nouveaux, aux anciens? Normalement, le gouvernement a dit que ça s'appliquera et aux nouveaux et aux anciens. Est-ce que ça s'appliquera à tous les anciens ou uniquement aux anciens qui avaient un niveau de revenu au niveau du SMIC? Bon, on peut rentrer dans les détails, mais enfin, ça représente une avancée significative. Il y a une avancée significative également sur les handicapés, pour lesquels il va y avoir une nette Puis les amélioration femmes. des retraites. Les femmes. Il y a également tout ce qui est sur les carrières longues. Donc, non, J'aimerais je qu'on crois que le gouvernement va devoir vendre cette réforme. Oui, c'est ça. Mais il faut qu'il remporte cette bataille de l'opinion parce que si jamais on va vers de nouveau une paralysie, un blocage, ça aura forcément là aussi un impact sur la croissance française. On a bien vu le blocage des raffineries, ça a été pas mortel, mais enfin ça a été quand même très très violent pour l'économie française. Ouais. Parce que si on je sais pas, mais justement, je cherche à savoir si on va rentrer de nouveau dans une spirale. Vous me direz, vous pouvez pas le savoir, mais Non, mais c'est surtout pas agréable, en fait. C'est surtout ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde les chiffres sur la croissance, rétrospectivement, on n'a jamais des chiffres qui sont très importants avec ce type de mouvement. Et puis, on voit qu'il y a des effets de rattrapage, qu'il y a de l'activité, il y a un peu d'activité qui peut être différée, etc. Pas à 100%, mais et puis surtout, il faut mettre ça en rapport, en balance avec le coût de ne pas faire cette réforme, si vous voulez. Donc, si vous m'interrogez froidement et rationnellement, je me dis, c'est une espèce d'investissement, si vous voulez. La France est bloquée. Elle le sera. Oui. Elle le sera, et ce sera très, très, très pénible. Voilà. Je ne sais pas mieux vous dire que ça, et pour le gouvernement, il faut tenir. L'annonce de ces mouvements, quelles étaient les prévisions? Les prévisions de croissance pour la zone euro, c'était 0+. Ouais. La France un peu plus. La France un petit peu plus, mais dans une zone euro qui est à 0+. Bon, qu'est-ce qu'on constate? On constate que chaque fois par rapport aux prévisions, la France fait un tout petit peu mieux. Ah oui, mais ça nous coûte des milliards hein, quand même. Oui, mais enfin, c'est pas un miracle. Hein. Non, mais attendez, la France fait un petit peu mieux. Et même en matière d'emploi, le système témoigne d'une résilience qui est assez étonnante. Donc, je suis d'accord avec ce que vient de dire Nicolas. C'est pas ce que vont faire les gens du pétrole qui risquent de remettre en cause fondamentalement cette image macro. Juste encore un point, bien que je voulais continuer sur l'industrie, mais en fait, le bras de fer, il est notamment avec la CFDT. Oui. Là, c'est un bras de fer Macron-Berger, enfin Laurent Berger. Non, vous êtes d'accord avec moi? Oui. Il va avoir un perdant. Oui. Mais ça peut risquer d'être violent comme conséquence. Parce que même si c'est Emmanuel Macron qui l'emporte, il sera peut-être très content, c'est le président de la République. Mais si Laurent Berger et la CFDT très affaiblis, ça, on va le payer. Oui, c'est l'un des éléments qui m'amène à penser, même si c'est très difficile de faire de la prévision dans le domaine social, mais qu'en effet, le mouvement sera dur et qui peut durer. Parce qu'avoir tous les syndicats contre soi... Bon, alors on a un précédent, quand Nicolas Sarkozy a fait passer l'âge légal de 60 à 62 ans... Il n'y avait pas eu des mots aussi durs de la part de la CFDT. Non, mais il n'avait aucun syndicat avec lui, pas même la CFDT. Donc oui, on a quand même un peu le sentiment de faire face un peu toujours au même scénario. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que Laurent Berger a pris le risque, dès le départ, de s'opposer à cette réforme en disant clairement, ça sera sans nous. Je n'accepterai aucune mesure qui recule l'âge de départ à la retraite. Il l'a dit très clairement. Petit 1. Petit 2, la CFDT est devenue le premier syndicat en France. Et donc, un premier syndicat qui s'oppose dès le départ et qui, dans le combat, montre sa détermination, ça montre que la CFDT devient le premier syndicat qui sait se battre pour la défense des travailleurs. Non, mais ça fait rien. Le combat syndical, il n'est jamais toujours gagnant. Le combat syndical, c'est la capacité de mobiliser, c'est la capacité de proposer des mesures alternatives, c'est la capacité de mettre en échec telle ou telle disposition, c'est la capacité d'arracher à la dernière minute telle ou telle concession. C'est pas gagner à tous les coups en contraignant le gouvernement à retirer purement et simplement un plan de réforme. Donc non, il peut parfaitement bien s'en tirer. Une bonne nouvelle, il nous reste 4 minutes, ça passe vite en fait, on aurait pu passer l'heure sur ce sujet. Le parc nucléaire français qui retrouve sa puissance, on a appris ça tout à l'heure, c'est 45 gigawatts de capacité de production.
Cocorico, c'est le bon enfin, indicateur. Non, bon pas Cocorico, non, Alors, parce qu'on n'aurait jamais dû se retrouver dans cette situation. Mais enfin, c'est bien, parce qu'on consomme assez peu d'électricité cette année, notamment pour de mauvaises raisons, Oui, en on est raison même de la douceur du climat. Enfin bon, mais c'est bien. Après, pour moi, ce sujet de la production d'électricité décarbonée, c'est l'un des sujets majeurs de ces prochaines années. C'est-à-dire que c'est à la fois la question alors, à très court terme, évidemment, remettre en marche notre parc nucléaire, utiliser des nouveaux leviers, mais qu'on peut mobiliser rapidement, comme le biogaz, par exemple. Ça peut se faire en 2-3 ans, une centrale de biogaz. À moyen terme, les énergies renouvelables, ça, c'est 5-6 ans sur Terre et 10 ans en mer. Et à long terme, le nucléaire, les EPR. Il faut tout faire. Je mets tout le monde d'accord. Enfin, on a absolument besoin de déployer massivement toutes nos capacités de production d'énergie décarbonée. Voilà, pour moi, sujet majeur. On n'aura pas de coupure d'électricité. Alors vous me direz, il fait 12 degrés, d'accord, on est d'accord. On n'aura pas de coupure d'électricité. Ça y est, c'est sauvé. Ça, c'est sauvé parce que le temps a été incroyablement clément, parce que EDF a été capable finalement de faire des réparations nécessaires dans le temps qu'elle s'était impartie. Mais enfin, il faut quand même faire le bilan. Il y en a d'autres qui vont avoir lieu en 2023. Il faut quand même faire le bilan. Le bilan, c'est que 2022, ça sera l'annus horribilis du nucléaire français. On aura tourné à peu près 60% de notre capacité, alors qu'il y a encore quelques années, on visait un objectif de 95%. Donc c'est vous dire l'écart formidable entre les capacités théoriques et les capacités réellement produites. C'est l'année où on aura importé de l'électricité de nos voisins, on aura importé de l'électricité carbonée, alors qu'on aurait dû être le pays qui aurait dû exporter massivement de l'économie décarbonée grâce à notre effort nucléaire. On l'a appris en fin d'après-midi. Emmanuel Macron va recevoir des grands patrons d'entreprises françaises à l'Élysée demain pour parler de l'offensive, la contre-offensive de Bruxelles par rapport à l'IRA. Oui. Est-ce qu'on peut espérer, ces questions que je posais hier au ministre de l'Industrie, Roland Lescure, est-ce qu'on peut espérer une réponse rapide de l'Union européenne? Parce que là, c'est les Français, c'est Macron qui décide de le faire. Thierry Breton a dit hier, il faut une offensive au niveau de Bruxelles. Est-ce qu'on peut être suffisamment rapide tout d'un coup pour dégainer et contrer l'IRA? En un mot, on peut dire que Macron essaye de bâtir un consensus autour d'un Buy European Act qui soit la riposte au Buy American Act, mais que jusqu'à présent, il n'a pas pu emporter la conviction des petits pays qui sont les plus libre-échangistes, et je doute qu'on puisse trouver un accord. On peut le faire à la fin. On peut le faire rien qu'en France. Non, c'est difficile. Non, c'est la politique commerciale. C'est une prérogative européenne. L'enjeu, il est vraiment crucial là aussi, parce que c'est en ce moment que ça se joue, et on a une fenêtre de tir. L'Occident, en fait, a une fenêtre de tir en raison des problèmes de la Chine. C'est-à-dire que la Chine est en train de perdre en attractivité. La Chine, qui était le pays de la prévisibilité, devient le pays de l'imprévisibilité. Et donc aujourd'hui, les grandes implantations industrielles, les nouvelles, elles regardent l'Europe et les États-Unis. Et aujourd'hui, bien évidemment, elles préfèrent les États-Unis à l'Europe. Mais vous voyez, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'on aurait une fenêtre d'opportunité, et c'est maintenant que ça se joue. Et c'est un des grands enjeux. On en parlera beaucoup à Davos, au World Economic Forum, où je serai la semaine prochaine, où il y aura tous les grands énergéticiens qui seront sur notre plateau. La notion de sécurité d'approvisionnement, la notion de sécurité sanitaire, la notion de régionalisation des chaînes de valeur, ce sont des thèmes nouveaux, et ça veut dire que on voit le monde tel qu'il est. Le monde n'est pas uniformément plat, et donc il faut trouver des stratégies pour assurer nos approvisionnements. Merci beaucoup, messieurs, en tous les cas, de participer à ce débat. Nicolas Bouzou, Elie Cohen. Petite question comme ça, oui, non, pour l'uniforme à l'école? Non. Non? Non, voilà, c'est rapide. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, vous retrouvez François Sorel, évidemment, pour Tech & Co. Et vous pouvez surtout nous retrouver sur le QR code qui s'affiche pour ceux qui regardent à la télévision, ou alors sur BFM Business en replay. Bonne soirée, messieurs, bonsoir à tous. Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.